prédisent que ça peut éventuellement exister, donc ils ne sont pas tous d'accord, entre 2040 et 2045, c'est-à-dire le jour où l'IA forte aura conscience d'elle-même et pourra prendre éventuellement le pouvoir sur l'humanité. Donc cette affaire-là d'IA forte, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, elle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'IA faible et qu'est-ce qu'on peut en faire dans chacune de nos entreprises. Donc avec l'IA dite faible, on peut faire beaucoup de choses. On peut conduire une voiture, on peut aujourd'hui, et c'est une expérience qui a été menée chez Google, reconnaître un chat après avoir visionné 20 000 vidéos de YouTube sur le sujet. Au bout de 2 mois, on a eu l'IA de Google qui a été capable de dessiner un chat. Alors bien évidemment, elle n'a aucune conscience de ce que c'est un chat. Par contre, aujourd'hui, elle est plus capable que l'être humain de reconnaître un chat, même parmi des photos qui auraient une qualité d'image médiocre, etc. Cette technique de deep learning, ou de réseau de neurones, a été utilisée aujourd'hui dans le domaine de la santé, on en a parlé sur le cancer, à tel point qu'aujourd'hui, la puissance de calcul et la fiabilité des algorithmes de deep learning permettent à l'IA de Watson de détecter un cancer de la peau, toujours basé sur des techniques de reconnaissance d'image, de manière moins coûteuse, plus rapide et plus performante que le cerveau humain. Donc je pense que quand on parle d'IA, il faut avoir en tête qu'on parle d'IA faible, d'accord, qui est assez stupide et qui fait des tâches très verticales, mais qui les fait très bien et qui peut mieux les faire que l'homme. Par contre, l'IA qui est transverse et qui serait l'égale de l'homme, on va oublier le fantasme et le laisser de côté parce que ça ne nous intéresse pas. Sur l'IA faible, on peut faire beaucoup de choses. On peut conduire une voiture, on peut reconnaître, on peut détecter un cancer de la peau, et on fait pas mal de choses, notamment dans le domaine du B2C. Dans le domaine du B2C, avec nos fameux GAFA, vous en avez tous entendu parler. Aujourd'hui, Kurzweil, qui est le patron de la science chez Google, nous explique que grâce aux milliards de données, aux téraoctets de données, l'IA de Google sera bientôt capable de surpasser l'esprit humain et d'aller vers une IA forte. C'est clair que je pense qu'il faut tout de suite comprendre qu'il n'y a pas d'IA sans data. Voilà. Donc ça, déjà, c'est le premier concept de base dans vos métiers respectifs. Si vous n'avez pas de data ou pas suffisamment de data, l'IA ne marchera pas. Malgré toutes les sornettes qu'on peut vous vendre et le discours marketing qui va avec, il faut des sacrés datasets de data pour faire fonctionner une IA, y compris faible. Ce qui explique que sur Facebook, par exemple, il y a 1,8 milliard d'idiots utiles qui tous les jours postent, like, etc. Ce qui permet évidemment à l'IA de Facebook d'être très performante. Bon, malheureusement, on n'a pas une plateforme en Europe qui puisse rivaliser à ce niveau-là avec un Google, un Apple ou un Facebook. C'est bien le problème, mais c'est un autre sujet. Donc sur l'IA faible, maintenant je dirais sur le B2B, puisque ici il y a beaucoup, et je ne parlerai que de ça, que sur l'approche B2B. Il y a un rapport très intéressant de McKinsey qui est sorti en juin de cette année, qui explique grosso modo sur tous les sujets et par secteur d'activité quels vont être les impacts de l'IA sur le business. Et grosso modo, l'étude a été suffisamment fouillée, que ce soit en région Europe, APAC ou Amérique. Grosso modo, ils expliquent, et c'est variable selon les secteurs d'activité, mais que l'IA aura un impact dans les 4 à 5 prochaines années entre 5 et 15 points de marge additionnelle. Alors tous les sujets sont abordés, le sujet marketing commercial dont on va parler maintenant, mais aussi les sujets de maintenance prédictive, le sujet de prédiction dans le domaine du transport et de la logistique, évidemment, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de data, le sujet de la santé, donc là on estime à 25% l'écart de marge sur la santé, on voit bien qu'avec les progrès des nanotechnologies, de la personnalisation dans la recherche sur le cancer et des capacités de calcul qui sont exponentielles, puisque la loi de Moore continue à fonctionner et les ordinateurs quantiques qui sortent maintenant vont peut-être pas accélérer, mais en tout cas maintenir le doublement de la capacité de calcul des ordinateurs au moins sur les 3 ou 4 prochaines années, ce qui fait que le progrès et la vitesse de progrès de l'IA double tous les 10 ans. Ce que dit Kurzweil, c'est que si vous prenez les grands progrès depuis le début de l'humanité, il est évident que sur les progrès qu'on va faire sur les 10 prochaines années seront 2 fois plus importants que les progrès qu'on a fait sur les 10 dernières années. C'est ce qu'il appelle la loi du retour accéléré.
qui explique que grosso modo on a mis 15 ans pour généraliser l'usage des PC dans les entreprises, on a mis 10 ans depuis 1998 à généraliser l'usage Internet. Quand le premier smartphone est sorti en 1996, le premier Apple, on a mis 4-5 ans pour qu'il y ait 4 milliards aujourd'hui d'utilisateurs ou 5 milliards d'utilisateurs sur l'iPhone. Il est évident qu'on accélère la propagation du progrès par 2, par un facteur puissance 2, tous les 10 ans. Ce qui fait que dans les 5 prochaines années, c'est une grande chance, j'espère pour nous et pour nos enfants, on va faire la même capacité de progrès que ce qu'on a fait sur les 10 dernières années. Cette loi du retour accéléré est une loi qui se vérifie dans énormément de secteurs d'activité. Et l'IA va s'accélérer. Le problème en tant qu'humain que nous sommes, c'est qu'on a toujours l'impression que le progrès est linéaire. Et on pense toujours que s'il y a 10 ans, on nous avait dit que c'est qu'il y aura une voiture autonome, on aurait dit en 2030, 2035, on se serait évidemment allègrement planté. C'est pareil, quand on a dit le premier séquençage de l'ADN, il aura lieu en 2030. En 2003, on avait séquencé 100% de l'ADN. Ça avait coûté 3 milliards, aujourd'hui ça coûte 1000 $. Donc, on a toujours la problématique de penser, on a du mal à s'imaginer que le progrès est exponentiel. Pourquoi il est exponentiel? Parce qu'on vit une époque absolument incroyable, où vous avez la puissance de calcul qui est exponentielle, vous avez les progrès de la nanotechnologie de l'infiniment petit, c'est d'ailleurs lié aussi à la puissance de calcul sur les chips qui sont de plus en plus petites et qui permettent d'accélérer les flux d'informations qui, elles aussi, doublent tous les ans ou tous les 2 ans, et on a une meilleure connaissance du cerveau humain. La connaissance dans les domaines des sciences cognitives a aujourd'hui une accélération comme jamais elle a eu, puisqu'on a toujours dit qu'on connaissait à peine 10% du cerveau, et aujourd'hui, grâce à l'infiniment petit, et grâce aux sciences cognitives, et grâce à la puissance de calcul, on est en train de faire des progrès phénoménaux. Pour autant, on n'est pas capable de reproduire ce qu'un enfant fait. Mais néanmoins, l'intelligence artificielle, c'est pas de copier, de faire un copier-coller de l'intelligence humaine. Je comparerais l'intelligence artificielle au vol artificiel. On a fait des avions, on n'a pas reproduit stricto sensu que faisait un oiseau. Pour autant, on a réussi à faire voler un avion. Et en plus, cet avion, il est déjà autonome depuis un moment, bien avant la voiture. Parce qu'aujourd'hui, 90% des décollages et des atterrissages se font automatiques, en pilotage automatique. Donc, si vous voulez, l'IA, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus qui est en train de se dégager, c'est que l'IA forte, c'est un fantasme. Peut-être que ça viendra ce jour-là, il faudra juste penser à débrancher la prise. Mais l'IA faible, les progrès de l'IA faible sont exponentiels dans à peu près tous les secteurs d'activité. Dans le domaine du B2B, je vous le disais, entre 5 et 15% de différentiel de marge. Mais ça veut dire quoi? Dans une économie aussi concurrentielle, dans une époque où tout va beaucoup plus vite, si vous avez un écart de marge de 5 à 15 points par rapport à votre concurrent, vous êtes mort. Vous devenez un Kodak sur pattes. J'espère qu'il n'y a pas de Kodak dans la salle, j'espère qu'on s'est réinventé, mais on est tous, dans tous les secteurs d'activité, menacés. Alors, on a le grand mot à la mode, la transformation digitale, etc. Je n'ai jamais compris ce que c'était la transformation digitale, mais on est tous menacés de devenir des Kodak sur pattes si on n'y prend pas garde et si on n'intègre pas très rapidement dans son business et dans les services qu'on propose le sujet de l'IA, aussi faible soit-elle, qui peut carrément, demain, vous menacer avec un nouvel entrant. On parle de Google, on comprend bien que Google peut devenir un concurrent des banques demain, il est en train de devenir. Il pourrait devenir, Amazon peut devenir un concurrent de la logistique, on le sait bien. Et les progrès de l'IA, eux, ils ont l'habitude de faire de l'IA. On utilise tous de l'IA. Hein, quand on achète un bouquin sur Amazon et qu'ils vous recommande exactement le bouquin auquel on n'avait pas pensé, mais c'est du machine learning. Hein, les algos, cette technique-là, elle existe depuis les années 60, sauf qu'ils ont des millions de données pour pouvoir rendre leur algorithme performant. Donc aujourd'hui, qui seront les concurrents de demain, on n'en sait rien. Mais on est tous menacés de kodiakisation, si vous me permettez l'expression, par rapport à un marché qui est très mouvant. Et je ne parle pas simplement des startups, je parle aussi des acteurs qui peuvent déborder sur d'autres secteurs d'activité, là où on les entendait pas. Donc le thème « bouger ou mourir », c'est un petit clin d'œil, mais aujourd'hui, nous, on voit pas mal de grandes entreprises. Je ne connais pas une grande entreprise
qui ne se pose pas dans son business les sujets de l'IA. Pas une. Et au plus haut niveau. Et y compris dans des ETI. Toutes. Alors après, comment on s'y prend? Voilà, c'est plus compliqué là, déjà. Est-ce qu'on recrute une armée de data scientists en interne pour leur demander de chercher des trucs? Est-ce qu'on crée une infrastructure technique? Est-ce que c'est un sujet IT? Non, c'est pas un sujet IT. Est-ce que c'est un sujet business? Certainement. C'est un mélange de tout et l'approche est déjà beaucoup plus compliquée dans sa mise en œuvre. Mais aujourd'hui, tous les grands groupes, et je suis sûr que dans la salle, vous allez évidemment en attester, il y a des projets d'IA plus ou moins avancés, la plupart du temps ce sont des POC, des projets d'expérimentation, mais il y a des projets qui sont en cours parce que le progrès, encore une fois, n'est pas linéaire, il est exponentiel. Donc, si on revient au sujet du marketing aujourd'hui qui nous intéresse, on va essayer, dans un monde aussi mouvant, aussi dangereux, entre guillemets, aussi rapide, on a tendance à considérer le marketing sur l'axe acquisition. D'ailleurs, je vous écoutais, on parle beaucoup de leads, de nouveaux clients, d'acquisition, etc., ce qui est normal. Hein. On est très fiers d'acquérir des nouveaux logos, des nouveaux clients, etc. C'est super important, mais il faut quand même se rendre à l'évidence, dans beaucoup de secteurs d'activité, 80% de votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser sur 2017, vous allez le faire avec des clients que vous aviez déjà en 2016. C'est à peu près la norme, ça dépend des secteurs. Mais on oublie aussi souvent que dans un monde aussi concurrentiel et qui va très vite, n'oubliez pas que 80% du business, alors dans chacune de vos entreprises, c'est à calculer, si on arrive à vous sortir le chiffre rapidement, que grosso modo, vous faites 80% de votre chiffre d'affaires avec des clients que vous connaissez déjà. D'accord? Et que grosso modo, on parle. 2 minutes. Très rapide. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le directeur marketing a une formidable opportunité de pouvoir être un architecte des insights, pas simplement sur l'acquisition, bien évidemment. Les leads, on peut en avoir des millions. La question, c'est est-ce que ce sont des bons leads? Et pour savoir si ce sont des bons leads, il faut déjà que je comprenne où je fais mon business. Et aujourd'hui, il existe des techniques assez simples de pouvoir faire une analyse de vos clients, mais une analyse non pas sur des critères de segmentation avec le cycle, le NAF, etc. Ça, on l'a tous fait. On le fait aussi, est-ce que c'est un petit client, est-ce que c'est un gros client? Non. Une analyse beaucoup plus sémantique avec de l'IA, avec ce qu'on appelle du Natural Language Processing, qui permettrait pour vous d'avoir une segmentation qui ne soit pas issue de ce que nous on a décidé, mais qui soit issue de l'IA pour comprendre où est mon total addressable market par rapport à mes clusters de clients. Est-ce que je travaille avec des sous-traitants de l'aéronautique, de rang 2, etc. Ça, ce n'est pas les codes NAF qui vont vous le dire. Ça, c'est le premier point. Et derrière, comment j'engage? Comment je mets ces leads en termes d'acquisition à destination de mes commerciaux? Comment je m'inscris dans un process dans le CRM pour pouvoir maximiser l'effort? Parce qu'à un moment donné, il faut que je retrouve tous les process que j'ai mis en place depuis plusieurs années dans un CRM. Il ne faut pas qu'ils soient inutiles. Le problème, c'est que le CRM, il répond à plein de questions, mais il ne répond pas quel est le client, quel est le prospect qu'il faut que j'engage. Et ça, c'est le job du marketing pour le commercial. Et quand et comment. Et derrière, comment je l'engage. Et sur la partie existante, c'est-à-dire le périmètre des clients existants, qui représente bien souvent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, là, le sujet, c'est est-ce que je suis capable de prédire si des clients vont churner, c'est-à-dire un chiffre d'affaires à zéro, ou est-ce que des clients peuvent avoir une chute drastique de leur chiffre d'affaires dans les mois qui viennent? Quand on a 10 000, 20 000, 30 000 clients à gérer, vous n'avez pas des forces commerciales immenses. À un moment donné, il faut être capable de les focuser là où vous avez le maximum ou le plus grand risque soit de churn, mais soit de baisse drastique du chiffre d'affaires par client. Olivier, ça existe. Merci beaucoup. Merci, Olivier, on s'approche de temps, on lui retire le micro.